Une femme dénonce son mari pédocriminel sur TikTok. 60 chiens retrouvés entre la vie et la mort dans l'Aveyron. Une nouvelle fusillade aux États-Unis. Les impressionnantes images des incendies en Gironde. De mystérieux sacs retrouvés sur une plage. Et un drame familial dans un quartier tranquille de Nice. C'est ce que vous avez loupé ces derniers jours. Au Nouveau Détective, on vous explique tout. Cette femme ne le sait pas encore, mais ce TikTok va lui coûter la vie. Nous sommes à Collinsville, dans l'Oklahoma. Sarah Gilson, américaine de 43 ans, semble mener une vie parfaite. Maman de 2 enfants, elle est coiffeuse et partage son quotidien sur TikTok. Beauté, mode, famille, certaines de ses vidéos dépassent les centaines de milliers de vues. En 2019, elle divorce du père de ses enfants, Lyle Landers. Puis Sarah rencontre son nouveau compagnon, Jeremiah Duffy, entraîneur de basket de 48 ans. Ensemble, ils partagent leur passion de se filmer dans leur quotidien. Mais derrière cette façade parfaite, la réalité est tout autre. Dès 2021, Sarah dépose 2 demandes d'ordonnance de protection contre Jeremiah avant de finalement abandonner les procédures. Son ex-mari, Lyle, explique que depuis 5 ans, il tentait de la convaincre de partir. Mais Sarah restait sous l'emprise de Jeremiah. Puis le 9 juin 2026, tout explose. Lors d'un entraînement, un collègue de Jeremiah le surprend en train d'embrasser une joueuse âgée de seulement 15 ans. Par la suite, l'adolescente révèle qu'il lui avait envoyé des messages et des invitations à le rejoindre dans sa chambre d'hôtel lors d'un tournoi. L'entraîneur de basket aurait même proposé de l'argent à sa victime pour qu'elle garde le silence. La police est prévenue des agissements de Jeremiah, mais quand il tente de l'arrêter, l'homme a disparu. Une chasse à l'homme est alors lancée à Collinsville. Toute la nuit, les forces de l'ordre sont sur ses traces, en vain. De son côté, Sarah est sous le choc de ces révélations. De bonne grâce, elle collabore avec la police. Elle leur confie que Jeremiah est armé et lui aurait confié qu'il envisageait de mettre fin à ses jours. La mère de famille obtient enfin l'ordonnance de protection contre Jeremiah. Mais un mois passe et l'homme reste introuvable. Pour faire bouger les choses, Sarah décide de prendre la parole sur TikTok le 11 juillet 2026. Assise face caméra, le visage grave, elle explique se préparer au jour où elle devra raconter, dans un documentaire Netflix, comment elle a découvert que son futur ex-mari était pédophile. En réalité, la mère de famille reprend une tendance TikTok populaire dans laquelle les internautes jouent les témoins d'une fausse interview. Or, pour Sarah, c'est bien plus qu'une simple vidéo. En légende, elle écrit seulement « J'aimerais plaisanter ». Son post dépasse les 30 millions de vues, mais ces quelques secondes de vidéo vont sceller son destin. 12 jours plus tard, le 23 juillet 2026 à 23h15, le 911 numéro d'urgence américain reçoit un appel pour des faits de violence conjugale. L'opérateur entend des cris, des pleurs, puis un coup de feu. I'm trying to reach him back, but I could hear a female in the background screaming and crying, some sort of loud bang in the background. Quelques instants plus tard, l'un des enfants de Sarah appelle le secours depuis la maison d'un voisin paniqué. À 23h18, les policiers entrent dans le domicile. Ils découvrent Sarah tuée d'une balle dans la tête. À ses côtés se trouve le corps de Jeremiah Duffy, son ex-mari. Pour les enquêteurs, ils l'auraient tué avant de retourner l'arme contre lui. La tragique histoire de Sarah Gilson fait désormais le tour du monde, comme un nouveau exemple d'une victime qui avait alerté sans être entendue. Des chiots dans des sacs couverts de chaux, des cadavres de chiens, ce qui devait être une simple opération de sauvetage pour cette association de défense des animaux du Lot-et-Garonne s'est transformée en véritable cauchemar. Nous sommes à Foissac, dans l'Aveyron, après le décès d'un homme propriétaire de plus de 80 chiens. Virginia Ferreira, présidente de l'association Massac, est appelée sur place les 21 et 22 juillet 2026. Très vite, elle comprend que quelque chose ne va pas. Au début, on a trouvé un chien qui paraissait en souffrance. On a d'abord pensé à un coup de chaleur. Et puis, en fait, petit à petit, on a aperçu des chiens en souffrance et on voyait des chiens qui allaient bien, qui déclinaient devant nos yeux. Sur place, près de 60 chiens sont retrouvés dans un état critique. Certains sont à moitié morts, enfermés dans des sacs. D'autres sont découverts dans un trou rempli de chaux. Au vu de l'état des chiens, du nombre de chiens, pour moi, il y a une suspicion d'empoisonnement. Lorsqu'on a des chiens qui convulsent,
des chiens qui poussent des cris parce que sûrement ce poison est en train de les envahir. Ça, je pense que ça restera à jamais dans ma mémoire parce que c'est une image d'horreur, mais un son d'horreur aussi. Face à des souffrances jugées irréversibles, la majorité des animaux est euthanasiée. À ce jour, seulement 13 chiens sont encore en vie. Ce matin encore, j'ai dû autoriser une euthanasie pour un animal qui était en train de décliner parce que la chaux étant rentrée dans les voies respiratoires et tout ce qui s'ensuit, il y a des brûlures, il y a de la nécrose au niveau de la langue. Donc voilà, on est obligé de les accompagner pour partir. Aujourd'hui, l'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances précises du drame. Venus tester le nouveau fast-food de leur ville, ces Américains se retrouvent au milieu d'une fusillade sanglante. Nous sommes le 1er août 2026 dans l'Idaho aux États-Unis. De nombreux clients se rendent dans le nouveau restaurant In-N-Out de la petite ville de Twin Falls. Vers 14h30, un homme armé d'un fusil ouvre le feu à l'intérieur du restaurant, puis sur le parking. Les clients tentent de fuir, d'autres se cachent dans l'établissement. Le tireur est rapidement identifié, il s'agit de Chad Williams, 24 ans, sans emploi. Alors que le jeune homme fait feu, un policier en repos et un citoyen armé tentent de l'arrêter en tirant dans sa direction. As soon as we pulled in, just a sea of people just flooding out of the building. Yeah, we didn't know what was going on. We both thought it might have been a kitchen fire. Chad Williams est forcé de s'éloigner du restaurant. L'acte héroïque des deux hommes permet alors d'éviter d'autres victimes. He seemed unusually comfortable aiming that rifle at those cars, and then as soon as some rounds started coming at him, everything changed. My goal was to try to help as many people get home as possible, to be with their families, to be with their friends. That was the entire goal. Mais quelques instants plus tard, le tireur retourne son arme contre lui et se suicide peu avant l'arrivée de la police. Pourquoi Chad Williams a-t-il pris pour cible ce restaurant et ses clients ? Sur les réseaux sociaux, le jeune homme publie régulièrement des messages sur la criminalité, l'immigration ou encore le droit de porter une arme. Dans l'un d'eux, il s'interrogeait notamment sur les diplômes exigés pour devenir agent de l'ICE, la police américaine de l'immigration. Mais pour le moment, les enquêteurs n'ont identifié aucun mobile précis. Au total, 3 personnes ont été tuées et 7 autres blessées, dont 2 grièvement. Parmi les victimes figure Ashley Garibay, une employée du restaurant âgée de 23 ans. L'entreprise In-N-Out lui a rendu hommage sur ses réseaux sociaux. Cette nouvelle fusillade laisse derrière elle des familles endeuillées et une ville entière sous le choc. Cela fait maintenant 2 semaines que la France vit au rythme des incendies. En Gironde particulièrement, les pompiers se battent contre un méga-feu dont les images nous ont tous marqués. Le 22 juillet 2026, un incendie se déclare à Somos, en Gironde, probablement lors d'un chantier de débroussaillage. Très vite, le feu devient incontrôlable. La sécheresse extrême, les pins très inflammables et des vents changeants propulsent les flammes vers le bassin d'Arcachon. En quelques jours, le feu ravage près de 42 000 hectares, plus de 220 000 habitants et vacanciers sont évacués. Pour lutter contre l'incendie, des milliers de pompiers sont mobilisés avec le soutien de l'armée et de bombardiers d'eau. Un A400M réalise même un largage exceptionnel de produits retardants. Une première pour cet avion militaire mobilisé contre les incendies. Les images sont impressionnantes, des murs de flammes, des forêts entièrement brûlées, des habitations détruites. Certains pompiers essayent même de sensibiliser la population à la guerre qu'ils sont en train de mener. C'est le cas de Nabil, un pompier volontaire des Bouches-du-Rhône envoyé en renfort en Gironde qui filme son combat avec ses lunettes méta. Au total, depuis le 22 juillet, plus de 250 bâtiments ont été détruits et plus d'une centaine de pompiers blessés. Heureusement, aucun civil ne perd la vie. Le bilan est également lourd d'un point de vue écologique. Des milliers d'animaux fuient les flammes et une grande partie de leur habitat disparaît. Après près de 2 semaines de combat, le feu est finalement maîtrisé le 5 août selon la préfète de la Gironde, Sophie Broca. Mais des centaines de pompiers restent sur place pour éviter un nouvel épisode tragique. Si vous trouviez une énorme somme d'argent par hasard, la garderiez-vous ? C'est à ce dilemme universel qu'ont été confrontés des vacanciers le 29 juillet 2026 en Italie. Nous sommes sur la plage sicilienne de Catsuzze, une petite station balnéaire de la côte sud de l'île.
En cette fin de matinée, les touristes profitent des vacances jusqu'à ce qu'ils aperçoivent un bateau hors-bord à quelques centaines de mètres du rivage. L'embarcation, probablement tombée en panne après avoir manqué de carburant, dérive dangereusement vers la plage. À son bord se trouvent 3 hommes. 2 d'entre eux rejoignent la terre ferme pour tenter de trouver de l'aide sans prévenir les secours. Le 3e reste sur le bateau. Inquiets, les vacanciers alertent la garde côtière. Mais lorsque les forces de l'ordre s'approchent, l'homme à bord de l'embarcation jette plusieurs paquets soigneusement emballés. Poussés par les vagues, ils échouent directement aux pieds des vacanciers. Et à l'intérieur, surprise, des liasses de billets transportés dans des sacs isothermes de la marque Lidl. Au total, ce sont près de 665 000 € en coupures allant de 5 à 100 € qui se sont échoués. Les 3 hommes venus de Malte sont identifiés et signalés au parquet de Raguse. Reste désormais à comprendre d'où vient cet argent, blanchiment, trafic, transport illégal de devises. Ce n'est pas la première fois que des sacs remplis de billets sont retrouvés au large des côtes. Le 7 juillet 2019, à Porto Rico, les autorités américaines prennent en chasse un bateau, finalement abandonné. À bord se trouvent 5 sacs de sport contenant 3,7 millions de dollars, ainsi qu'un pistolet chargé et 63 cartouches. 2 jours plus tard, à Saint-Thomas, dans les îles Vierges américaines, un habitant signale un autre bateau suspect. Sur la plage, à proximité de l'embarcation, les agents retrouvent un sac contenant 372 000 $ en espèces. Ces 2 découvertes s'étaient avérées liées au trafic de drogue. Sur les faits siciliens survenus il y a quelques jours, l'enquête est toujours en cours, mais pour les vacanciers témoins de la scène, pas de jackpot. Les autorités italiennes ont saisi l'intégralité des sommes découvertes. Nice est sous le choc après l'intervention du raid le lundi 3 août 2026. Les riverains sont alors loin de s'imaginer le drame qui se joue dans cet immeuble. Tout commence le dimanche 2 août dans le quartier tranquille de la Madeleine. Une femme quitte son domicile emportant avec elle ses valises. Pour ses voisins, la voir partir n'est pas une surprise car depuis des années, ils entendent les cris de son mari Fabrice H. Cet aide-soignant de profession exerce également sa colère sur son fils Kélian, un adolescent de 17 ans en situation de léger handicap. On entendait régulièrement des hurlements quand il faisait les devoirs avec son fils. Voilà, on entendait régulièrement hurler dans l'appartement. Mais lorsque sa femme le quitte, tout bascule. Le lundi 3 août, dans l'après-midi, Fabrice appelle la police. « J'ai tué mon fils et maintenant je vais me tuer ». Le raid intervient sans délai. À l'intérieur de l'appartement, Kélian est retrouvé mort, placé dans un sac mortuaire. Fabrice, blessé au cou après sa tentative de suicide ratée, s'est lui-même placé dans un sac. Les secours sont immédiatement dépêchés sur place. Pour les voisins, ce drame familial est un choc, mais ils sont loin d'être étonnés après tant d'années de violence. On n'imagine pas qu'à côté, il se passe des drames comme ça. Après, connaissant le personnage, on se dit, voilà, à un moment donné, il risque d'arriver quelque chose. Comble de l'horreur, Fabrice H. aurait envoyé une photo de son fils décédé à sa femme. Il a été placé en garde à vue à sa sortie de l'hôpital. Les enquêteurs de la PJ de Nice doivent désormais déterminer si l'homme a prémédité son acte.